Connaissez-vous le Salvador? Il s'agit du plus petit pays d'Amérique du Sud qui n'intéresse ni les Français ni le reste du monde et pourtant il est extrêmement intéressant d'analyser la politique sécuritaire qui a été mise en place dans ce pays par Bukele depuis maintenant quelques années. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme vous pouvez le voir, je suis dans le studio de Frontières et afin de me soutenir et de soutenir le média, c'est extrêmement important de télécharger l'application avec des articles de fond et de reprises quotidiennement que j'écris d'ailleurs moi-même. Il y a également des documentaires, des reportages, bref, je vous invite aussi à vous abonner et à vous procurer le dernier magazine de Frontières, Trump, l'homme à abattre. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé au Salvador? Le nom du pays vient de Le Sauveur, c'est une référence à Jésus-Christ parce que la religion catholique est omniprésente, elle irrigue la société salvadorienne, mais attention, c'est pas un pays où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, où règne la paix et l'amour. Parce que le Salvador était considéré il y a de cela quelques années comme l'un des pays les plus dangereux de la planète. Et pour cause, en 1979, une guerre civile éclate au Salvador, notamment avec des guérillas communistes, et le pays va sombrer dans un chaos extrêmement violent. Et toujours, lorsqu'il y a du chaos, il y a d'autres problèmes qui vont émaner. Et c'est donc à partir des années 80 que va se développer les premiers cartels de drogue au Salvador. Il y en a deux, le MS-13 et les Maras 18. Les cartels de drogue, ce ne sont pas des enfants de cœur, ce ne sont pas des petits chanteurs à la croix de bois, absolument pas. Ce sont des individus extrêmement violents qui mettent en place des exécutions sommaires, des actes de torture et surtout, ils n'ont aucun sens moral, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas le code d'honneur que l'on retrouvait par exemple dans les mafias traditionnelles. Non, non, ça ils ne connaissent pas. Ce sont des individus extrêmement violents et qui n'hésitent pas à s'attaquer aux populations civiles. Parce qu'en fait, avec les cartels de drogue, la peine elle est double. D'une part parce qu'ils participent activement au trafic de stupéfiants, à la fois dans le pays mais aussi dans le reste du monde. Et en plus de ça, il y a très fréquemment des scènes d'exécution sommaire en pleine rue et des civils sont parfois impactés, notamment ceux qui refusent de payer les raquettes ou ceux qui décident de les balancer à la police. Et de toute façon, le Salvador était également un pays extrêmement corrompu. C'était devenu un narco-État parce que les cartels avaient gangréné toute la société salvadorienne. Pour vous donner une idée, en 2015, il y avait à peu près 103 homicides pour 100 000 habitants. De ce fait, le Salvador était l'un des pays les plus dangereux du monde, mais également d'Amérique latine. Alors bien entendu, en Amérique latine, il y a d'autres pays qui font face à cette problématique des cartels de drogue. Tout d'abord, la Colombie dans les années 80, avec le règne de Pablo Escobar, qui a fait énormément d'argent avec son projet funeste et qui est pourtant aujourd'hui encore extrêmement populaire en Colombie, mais il y a également le Mexique qui est aussi aujourd'hui considéré comme un narco-État. En 2006, Calderón arrive au pouvoir au Mexique et le problème c'est qu'il arrive dans un contexte un petit peu compliqué. En gros, il a bourré les urnes pour arriver au pouvoir et il a envie d'avoir les bonnes grâces de Washington et notamment du gouvernement de George Bush. Et c'est pour ça qu'il va décider de se lancer dans une guerre contre la drogue. Le problème, c'est que Calderón ne sait pas que son gouvernement a été complètement gangréné par les cartels et qu'il y a en fait des arrangements secrets entre le gouvernement mexicain et les cartels qui visent à éliminer la concurrence afin que certains cartels soient extrêmement puissants. Donc ça a été une guerre à la fois inutile, coûteuse, avec un bilan humain particulièrement lourd et surtout qui a renforcé la position des cartels au Mexique. Au début des années 2000, Mauricio Funes gagne les élections au Salvador et lui, il va avoir une sorte de stratégie différente par rapport au Mexique. C'est-à-dire qu'il ne va pas mener de véritable guerre contre la drogue, mais plutôt passer des accords secrets avec les cartels et il va leur demander quelque chose de très simple. Vous vous attaquez pas aux civils et en échange, on va fermer les yeux sur vos activités. Mais le problème avec cette stratégie, c'est qu'elle n'est pas gagnante parce qu'elle permet aux cartels de se développer et il y a eu la fin de la trêve au début des années 2010 et donc les violences sont reparties de plus belle. Mais tout ça, c'était sans compter sur l'arrivée d'un jeune loup de la politique, Bukele. La première fois que j'ai vu Bukele, je me suis dit qu'il ressemblait plus à un mec de start-up qu'à un président. Il a toujours une casquette Ralph Lauren vissée sur la tête, des baskets et une petite chemise. Bref, il paye pas de mine. Mais c'est un véritable machiavélien et c'est lui qui va détruire les cartels de drogue. Bukele, on peut le comparer sur certains aspects à Macron parce qu'il se présente comme ni de droite ni de gauche, même s'il est plutôt conservateur sur des questions sociétales. Il a commencé sa carrière en qualité de maire. Il est devenu notamment
notamment le maire de la capitale du Salvador. Et ensuite, il est devenu président de la République du Salvador en 2017 à l'âge de 37 ans. Et dès le début de son mandat, Bukele a mené une politique sécuritaire extrêmement forte à l'encontre des cartels de drogue qui pourrissaient la vie des Salvadoriens. Mais la situation va véritablement changer à partir de mars 2022. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la capitale du Salvador, il y avait des lignes de bus et les membres des cartels rackettaient ceux qui utilisaient ces dites lignes, c'est-à-dire des honnêtes citoyens. Et un jour, le gouvernement a décidé de récupérer 2 lignes qui ne seraient plus donc soumises aux rackets des membres des cartels. Et cette décision, ça a fait enrager les cartels et ils ont décidé de perpétuer un certain nombre de massacres à la fin du mois de mars 2022 en tuant près de 80 personnes en seulement 2 jours. Un véritable bain de sang pour montrer que c'était eux qui décidaient et non pas le gouvernement. Et à partir de là, Bukele, il a véritablement vrillé. Il a saisi le Parlement et il a décrété un état d'urgence national. Pour lui, les membres des cartels étaient des terroristes et il fallait les éliminer. Et c'est à partir de là que Bukele a mis en place une véritable politique d'exception parce qu'il savait que le problème était tellement important qu'il ne pouvait pas respecter l'état de droit. Et c'est pour ça qu'il a proclamé l'état d'urgence national. Alors concrètement, qu'est-ce que ça impliquait ? Des arrestations massives, par exemple sur le simple fait de porter un tatouage, parce que les membres de gangs portent des tatouages afin de s'identifier, des fouilles, des perquisitions de jour comme de nuit et surtout le renforcement de la présence policière et de l'armée partout dans le pays. Et sa politique a tellement été efficace qu'en fait, il n'y avait plus de place dans les prisons. Donc c'est pour ça qu'il a créé le centre de confinement du terrorisme, qui est une prison de haute sécurité de 1,6 km², gardée par près de 600 soldats. Et en fait, Bukele, il est dans une volonté d'humilier les membres des cartels parce que ces derniers ont voulu terroriser la population salvadorienne et il a voulu leur rendre coup pour coup. C'est pour ça que quand ces derniers arrivent dans le centre de confinement du terrorisme, ils portent une espèce de short blanc qui ressemble à une couche de bébé et ils doivent foncer dans leurs cellules la tête baissée. Dans les cellules, ils sont entassés et doivent partager à la fois 2 toilettes et 2 lavabos. Autant vous dire que c'est pas le Club Med des prisons françaises. En tout, ce sont près de 70 000 personnes qui ont été arrêtées depuis le début de cette politique sécuritaire menée par Bukele. Et spoiler alerte, ça a marché. Selon les chiffres de 2022, le taux d'homicide pour 100 000 habitants est passé à 2,4. Autant vous dire que ça n'avait rien à voir avec les chiffres de 2015. Et forcément, Bukele a gagné énormément de prestige auprès de la population salvadorienne avec une cote de popularité de 90%. Autant vous dire que Macron, avec ses 18%, il en est extrêmement loin. Autant vous dire que les 10% qui restent et qui ne valident pas la politique de Bukele, ça doit être les membres des cartels eux-mêmes. Mais en plus de la cote de popularité, ça a permis de booster l'économie du Salvador parce qu'il n'y avait pas du tout d'investissement étranger dans le pays à cause de l'insécurité. Et donc, Google a décidé d'ouvrir des bureaux dans la capitale et en parallèle, il y a eu l'organisation du concours Miss Univers dans le pays. Un événement impensable il y a de cela quelques années à cause justement des cartels. Mais en parallèle, il y en a qui pleurent dans les chaumières et c'est par exemple le cas de certaines associations comme Amnesty International qui dénoncent le fait que Bukele violerait les droits de l'homme. Et là, ça ouvre une question extrêmement intéressante. En fait, la plupart de ces associations qui ne cessent de revendiquer sans cesse les droits de l'homme ont tendance à oublier que, en brandissant constamment ces derniers, il peut y avoir en parallèle des événements pires que ce qu'ils cherchent de base à défendre. C'est-à-dire que Amnesty International se moquait totalement du fait qu'il y avait des civils qui, tous les jours au Salvador, payaient le plus lourd tribut, c'est-à-dire celui du sang, à cause d'un état de chaos qui était considérable. Donc en fait, la question qui se pose, c'est quelle est la meilleure des solutions ? Est-ce qu'il vaut mieux une politique sécuritaire extrêmement forte au risque que des innocents se retrouvent en prison ou alors ne rien faire et avoir une situation totalement déplorable dans son pays d'un point de vue sécuritaire ? Parce que malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et Bukele, c'est un véritable machiavélien parce qu'il sait qu'en politique, le choix, c'est pas entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Et sa politique sécuritaire, même si elle a des dérives, c'est dans cette logique
stratégique de moindre mal. C'est-à-dire que Bukele, d'un point de vue très pragmatique, il part du principe que oui, parfois, il faut savoir s'asseoir sur l'état de droit, ne pas le respecter et que, éventuellement, il y ait des innocents qui soient en prison, mais en parallèle, si c'est pour que la majorité des individus vivent dans une paix qu'ils n'ont jamais connue jusqu'alors, il vaut mieux prendre cette décision. Et c'est pour ça que je trouve assez méprisable la posture de la plupart de ces associations, parce qu'au final, ça veut dire que, in fine, elles préfèrent des situations catastrophiques que certaines dérives, alors que ces dérives peuvent consacrer la paix dans un pays déterminé. Et l'exemple du Salvador nous montre que parfois, le fait d'appliquer une politique pénale particulièrement sévère, ça permet de consacrer la sécurité. Il y a d'autres exemples qui sont moins extrêmes que celui du Salvador, comme par exemple la gestion de la ville de New York par l'ancien maire Rudy Giuliani, qui avait appliqué une politique de tolérance zéro à l'égard de la délinquance. Et souvent, ces associations de droits de l'homme n'arrêtent pas de dire que Bukele est un dictateur, etc., alors que pourtant, il est adoré par la population salvadorienne. Donc ça montre bien qu'en plus de cela, les associations des droits de l'homme ont tendance à oublier que ce qui compte à la fin, c'est la démocratie, et que si les Salvadoriens sont contents de Bukele, ben au final, c'est l'essentiel. Et leur leçon de morale, on n'en a rien à faire. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.